Cajamarca es una ciudad ubicada a 2.780 metros sobre el nivel del mar en la Sierra del Perú, recordada históricamente por ser la ciudad donde el Inca Atahualpa, gobernante del antiguo imperio del Tahuantinsuyo, tuvo su primer encuentro con los conquistadores españoles, para tiempo después ser apresado y ejecutado por órdenes del conquistador Francisco Pizarro. Cuenta la historia que Atahualpa ofreció a cambio de su libertad llenar una habitación con oro y 2 habitaciones con plata. Durante largo tiempo, el ingreso económico más importante en Cajamarca venía de la agricultura y ganadería, al igual que en muchas otras ciudades de la sierra peruana. En el año 1990, la transnacional Newmont empezó sus trabajos de exploración, para luego iniciar la explotación de la ahora segunda minera más grande de oro del mundo, Yanacocha. Desde ese entonces, el pueblo cajamarquino incrementó sus ingresos económicos, pero también se incrementaron sus malestares, porque solo algunos tuvieron acceso directo a este cambio económico, además de los diferentes problemas que empezaron a partir de acusaciones de contaminación contra Yanacocha. El problema más grande se suscitó cuando en el año 2000 uno de los carros al servicio de Yanacocha sufrió un accidente y hubo un derrame de mercurio en el pueblo de Choropampa. Al ver lo que caía me pareció leche, ¿no? Pero al verlo después, que con todo lo jalaba el aire, se esparcía, ¿no? Bolita, bolita. Y decían azogue, azogue. Resultamos con los niños enronchados. No sabíamos de qué será, pues, ¿no? Vinieron el señor Luis Terán, de nuevo vino para acá a decir que no era tóxico. Nuestra vida no tiene precio. ¿Cómo voy a recibir el precio de mi niña, señorita? Estamos pidiendo, pero con una justa razón, no porque se nos pega la gana. En el año 2011, Newmont decidió expandirse a un siguiente proyecto, Conga, que abarca los distritos de La Encañada en Cajamarca y Sorochuco y Guasmín en Celendín, año en que la población colindante inició las protestas para oponerse a este proyecto, muchos alegando la defensa de las lagunas de Conga, que conforman más de 70. Muchos especialistas hablaron sobre la viabilidad del proyecto o la inviabilidad de este, pero lo cierto es que en el transcurso de las protestas, que duraron un aproximado de 8 meses, hubo varios heridos y la muerte que más se recuerda es la de un estudiante en Celendín a causa de una bala perdida. Incidentes violentos se registraron en el primer día de paro indefinido en Cajamarca. Como la Defensoría del Pueblo, han agotado hoy todos los caminos a fin de establecer el diálogo como punto de partida para resolver el conflicto en democracia. Que al existir la perturbación de la paz y el orden interno y en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, anuncio la declaración de estado de emergencia en las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumasá. Invocamos al pueblo cajamarquino a mantener la calma y les aseguramos que esta medida transitoria servirá para permitir que la tranquilidad retorne nuevamente a Cajamarca. Yanacocha comunica a la opinión pública que, a exigencia del Supremo Gobierno y en aras de que se restablezca la tranquilidad y la paz social en Cajamarca, ha decidido suspender las actividades del proyecto. El Estado decretó que Cajamarca se encontraba en estado de emergencia. Mientras tanto, en el interior de la ciudad se libraba una batalla entre los propios cajamarquinos, unos a favor y otros en contra del proyecto minero. El canon minero que recibe Cajamarca ha llegado incluso a los 538.824.000 nuevos soles, que según ley el gobierno debe administrar y gastar en proyectos de infraestructura y otros.
además de haber creado programas como Asociación Los Andes, una organización que indica estar destinada a promover el desarrollo humano sostenible, contribuyendo a crear empresas de turismo, agroindustria y otros, además de otros programas como Foncreagro, que tiene como objetivo potenciar las capacidades ganaderas. Mientras por otro lado el gobierno regional de Cajamarca declaró que se unía a la manifestación en contra del proyecto Tía María en Arequipa, otra ciudad del Perú, y los alumnos de la Universidad Nacional de Cajamarca tomaban a la fuerza esta institución como forma de apoyo a la protesta en Arequipa. Le documentaire que je venais de voir m'avait laissé perplexe. Je me sentais suffisamment loin pour me déculpabiliser et suffisamment proche pour me sentir concerné. Concerné en tant que consommateur, en tant que citoyen du monde, en tant qu'occidental privilégié. Ce qui m'importait au fond, c'était de savoir de quelle manière je pouvais réagir utilement. Comment je pouvais recevoir, comment je pouvais m'approprier ces informations ensuite. Et puis il y avait l'espoir ambitieux quelque part, caché, enfoui, de vouloir trouver une solution à mon échelle, une réponse. Alors, j'ai eu l'idée d'aller interroger des spécialistes, des connaisseurs, des gens qui accepteraient de répondre à mes questions, aussi naïves soient-elles, et certains ont répondu. Et c'est comme ça que j'ai rencontré James, un militant qui a vécu l'arrivée des mines au Mexique. William Sachet, c'était un universitaire qui s'intéressait aux industries extractives. Perrine et Jessica étaient membres du collectif Stop Mine 23. Juliette Renaud était des Amis de la Terre. Yves Bertrand, de l'organisme Alliance pour les mines responsables. D'abord, je leur demandais à tous de me donner leur définition d'une mine. Non, parce que quand enfant, une mine, c'était un tuyau, c'était une vie de taupiste, et puis d'aller chercher le charbon dans des trous. Maintenant, quand on parle de mine, je t'assure que j'ai vécu pendant plus de 15 ans près d'une mine, c'est pas du tout ce que le commun des mortels peut en penser. Donc moi, c'est destruction, c'est contamination, c'est une atteinte à la vie humaine, parce que j'ai vu des gens mourir, en souffrir dans leur chair. Voilà ce que c'est une mine. Donc c'est de la destruction. C'est une exploitation industrielle qui a pour objectif l'extraction massive de matières premières pour des fins de rentabilité et pour alimenter en matières premières justement, avec ces matières premières, un système ultra consumériste. Mine, je pense à destructeur. Pour moi, j'ai commencé à connaître les mines en fait, dans mon expérience précédente en Argentine. Et c'était le début du boom des grands projets miniers là-bas. Et voilà, c'était synonyme de destruction, accaparement de terre et répression des manifestations. C'est quelque chose qui implique toute une industrie qui va défigurer ou changer un paysage. Et qui va avoir des impacts sociaux sur le territoire. Alors la mine, c'est tout simplement l'extraction de matières dans le sous-sol qui servent pour l'activité humaine. Pour moi, ça va des matériaux de construction jusqu'aux choses inutiles, inutiles pour la vie en elle-même. La survie, on va dire, les pierres précieuses, l'or, les choses de couleur, d'ornementation. Donc c'est très vaste. Et puis les grandes matières premières dont on a besoin au jour le jour, l'acier, les minerais qui servent pour l'électronique. L'exploitation minière de Cajamarca extrait principalement de l'or. Mais alors je me demandais, à quoi pouvait-il bien servir aujourd'hui? Et pouvait-on s'en passer? Finalement, j'en savais pas grand-chose. En ce qui concerne l'or, par exemple, le World Gold Council dit lui-même que 70% de l'or extrait dans le monde sert à la bijouterie. Alors, est-ce qu'on a besoin à ce point de vendre et de porter des bijoux? Et la part des hautes technologies, elle n'est pas tellement importante finalement, et on pourrait peut-être penser à d'autres solutions, comme par exemple le recyclage.
on jette énormément d'objets électroniques sous prétexte qu'ils ne fonctionnent plus, alors que nombre de matériaux pourraient être réutilisés. On peut se poser des questions sur savoir ce qui est essentiel ou ce qui n'est pas essentiel. Est-ce que culturellement, l'or est quand même essentiel culturellement? Si on n'avait pas d'or, qu'est-ce qu'on ferait? On n'aurait pas ces bijoux, on n'aurait pas toute cette beauté qu'on peut faire avec la joaillerie, on ne pourrait pas faire plein de choses. Il y a quand même une utilité, je dirais, culturelle, sociologique assez forte, quoi. Je me disais, mais est-ce que ça vaut la peine d'avoir des bijoux en or? Pourquoi pas mettre des coquillages ou des grains de café ou revenir à la gousse de vanille, ou je sais pas moi. Tu comprends? Au jour d'aujourd'hui, moi j'achèterais pas d'or, j'ai plus envie d'acheter de l'or. Mais bon, il en faut pour la technologie, mais avec toutes les réserves que l'on a, est-ce que ça vaut le coup d'encore détruire? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas combien de mines d'or sont en exploitation aujourd'hui dans le monde, mais est-ce que s'il n'y en avait que 10%, ça ne serait pas suffisant? L'or sera plus cher, peut-être, mais est-ce que ça ne vaut pas la peine? Acababa de realizar un corto documental sobre la situación del conflicto que hay desde hace varios años entre militantes y opositores a la mina de Yanacocha. Entonces caí en cuenta que yo nací al mismo tiempo que esta mina. Y siempre observé la división que generaba este tema entre los habitantes de mi región, con la mina o sin la mina. ¿Qué hay detrás de esta separación de opiniones que nadie parece poder controlar ni entender? Entonces decidí informarme más a profundidad y comencé entrevistando personas que podrían contestar mis preguntas. Y me reuní con los señores José Santos Ixpilco Chilón y Luis Serna Cabrera. También me reuní con la señora Mirta Vázquez, quien es abogada y trabaja en el organismo de defensa de los derechos humanos CRUFIDES, con Selvira Palma López, quien es representante de la lucha de las rondas campesinas de Mamamarca, con Janet Caruajulca, integrante de la única central provincial de rondas femeninas, y con el señor Manuel Ramos, consejero regional de la provincia de Hualgayoc. Ya que nací en Cajamarca, siempre he conocido esta ciudad en conflicto. Nací con la mina. ¿De dónde viene la minería? ¿Cómo se estableció en mi región? Aquí Cajamarca es una zona de alto potencial minero, se descubrió eso, de que tenía mucho potencial aurífero sobre todo, y desde entonces las empresas empezaron a llegar para explotar estos recursos. Entonces, a partir más o menos de los años 90, la primera empresa que llega a Cajamarca es Yanacocha, que en realidad es un consorcio. Yanacocha es un consorcio de 3 actores. Es la Newmont, que es la mayor accionista, luego está la empresa Buenaventura, que es una empresa peruana dedicada a explotación de minerales, y el tercer socio es el Banco Mundial. Entonces, este consorcio se constituye acá y se denomina Yanacocha, y es la primera empresa que empieza a explotar hacia los años 93, 94 que ingresan, ¿no? Desde entonces empiezan a surgir varios desencuentros con la población. Venían en ese entonces y ni siquiera la empresa negociaba con la gente, con los campesinos sobre todo, que eran los lugares que se habían concesionado, las tierras de los campesinos, ¿no? No negociaba, lo que hacía es ejercer una especie de amenaza diciendo de que ellos tienen una concesión ahí, por tanto que el campesino tiene que proceder a venderles las tierras. La empresa ponía el precio y presionaban muchísimo al campesino diciéndole que si no le venden el terreno van a terminar expropiándolo y que no le van a pagar absolutamente nada. Entonces, bajo esa presión lograron ellos adquirir muchísimas tierras. En ese entonces pagaron aproximadamente $30 por hectárea, y eso era totalmente lesivo. Los campesinos se veían obligados a firmar estos contratos de compraventa, pero finalmente con este dinero no tenían cómo reubicarse, por ejemplo, en la ciudad. Era imposible que con lo que conseguían por la venta de sus terrenos pudieran encontrar algo similar aquí en la ciudad. Sin embargo, para alguien como yo, que siempre ha vivido en la ciudad, vi cambiar la ciudad poco a poco con la aparición de centros comerciales, universidades y hospitales. Esto nos da la impresión de que la ciudad es más rica, pero en realidad
nuestra región sigue siendo una de las más pobres del Perú. ¿Qué tipo de desarrollo ha traído la minería? Toda empresa minera, por ejemplo, cuando ingresa a nuestro país o ingresa a Cajamarca, ingresan en nombre del desarrollo. Bueno, eso es lo que nos dicen, ¿no? Que la minería trae desarrollo, pero veamos, Yanacocha con 22 años de presencia en Cajamarca, ¿cuál es el desarrollo que nos ha traído? En primer lugar, nos ha traído pobreza. Antes que ingrese Yanacocha a Cajamarca, nosotros estuvimos ubicados en el 4º lugar de pobreza, y ahora que tenemos la mina más rica a nivel de Sudamérica, estamos ubicados segundos de pobreza. Es decir, ¿dónde está el beneficio? Primeros en desnutrición infantil. Nos ha traído pelea entre cajamarquinos y nos ha traído también la división con los medios de comunicación, porque han comprado a todos los medios de comunicación pues para que las primeras planas se dedique de que la minería trae desarrollo. Entonces hay un libertinaje con la llegada de este tipo de empresas que dan trabajo a un grupo pequeño de gente. Puede hacer que esa gente mejore su economía, y de hecho mejora, pero empeora la situación económica de las grandes mayorías. Cajamarca ha crecido en mendicidad, ha crecido en número de gente pobre, gente misérrima, ha crecido en número de niños desnutridos en el campo, ¿no? Donde no llega la mina hay una pobreza extrema. J'avais l'impression que les grandes exploitations minières étaient une certaine source de développement économique. En s'installant, elles promettaient toujours de nombreux avantages, comme des emplois, des infrastructures, du développement économique local. Et je me demandais qu'en était-il vraiment de ces promesses. Alors ça c'est de la foutaise, ça je n'y crois pas. Parce que la mine, à l'endroit où elle est exacte, l'argent, ceux qui en profiteront, c'est ceux qui sont dans le siège social là-bas au Canada, dans leur tour d'ivoire, eux ils en profitent. Mais au niveau local, d'abord, je me suis aperçu que dans ces mines dans lesquelles j'ai vécu, les gens du village, on leur a dit vous aurez des emplois. Ils ont créé 40 emplois. C'était des peones payés au SMIC mexicain. Avant, ils avaient 8 km à faire pour aller travailler. Ces gens-là, ils sont venus, on va travailler à la porte de notre maison. Oui, ils ont travaillé à la porte de la... Mais pour un salaire dérisoire. Ils ont fait venir tous les gros camions, les perforeurs, les gens, les artificiers. Ils viennent du Canada, les ingénieurs qui génèrent, qui règlent les machines pour sortir. Et ces gens-là, ils vivent en autocratie, ils ont loué des maisons de luxe, ils vivent là, et leur pognon, ils s'en va au Canada. Les gens, au niveau local, le village n'a profité d'absolument rien, si ce n'est de 5 ordinateurs d'occasion qu'ils ont donnés à l'école primaire, et point final. C'est tout. Et les personnes du village qui ne travaillaient pas, on leur accordait 50 pesos par mois, soit à l'heure actuelle 3 €, pour leur dire, voyez, on vous aide. Et c'est tout. En moyenne, pour chaque million de dollars ou d'euros investis, ça crée seulement entre 0,5 et 2 emplois. Donc on se dit, si ces millions s'étaient investis peut-être dans d'autres secteurs, soutenir le secteur agricole ou touristique qui pouvait préexister avant, peut-être qu'on créerait quand même beaucoup d'autres emplois. On ne tient pas en compte aussi de tous les emplois qui sont détruits par les projets quand ils arrivent en raison de ces impacts. Il y a beaucoup de paroles et il n'y a pas beaucoup d'actes malheureusement. Ce qu'on appelle en anglais le local content, c'est-à-dire la fourniture de biens et services par des entreprises locales, où l'emploi local est en général faible, c'est-à-dire un méga projet va employer peut-être 1000, 2000, 3000 personnes, disons sur des bassins d'emploi où il y a des dizaines ou des centaines de milliers de personnes au chômage. Tout notre système est basé là-dessus, quoi. Mais il y a quand même des endroits où les gens se disent ouais, quand même, l'argent, ça fait quand même pas tout, là. Faut pas déconner, je veux dire. Le profit, c'est bien, mais... Et un emploi, ça fait pas tout non plus. Enfin, si t'as un emploi, ok, j'ai mon emploi, mais partout autour de moi, c'est pollué avec de l'arsenic, du cyanure et des éléments radioactifs. Bon, je vais avoir un emploi, mais je vais avoir mon espérance de vie qui a baissé de 30 ans. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Après, évidemment, il y a toute une série de stratégies qui sont mises en œuvre à la fois pour les entreprises et les gouvernements qui les soutiennent pour convertir les populations qui sont exposées à ce type de projet à penser selon cette logique.
Enfin, c'est une des techniques d'ailleurs des entreprises de créer des divisions dans les communautés. Ceux qui sont favorables au projet minier, c'est souvent aussi des gens qui ont été entre guillemets achetés par les entreprises qui reçoivent ou qui soit ils ont été achetés, c'est-à-dire qu'ils travaillent directement ou des trucs par la mine, soit dont le silence a été acheté, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas parler parce que voilà, ils sont tenus par d'autres choses. Et donc c'est vrai que ce n'est pas une opinion libre qu'ils ont forcément. Ils repèrent vite quels sont les meneurs. Tu sais, dans ces communautés, il y a toujours le plus vieux, celui qui a été aux États-Unis, qui dit ces deux mots, donc qui prennent un peu. Ils les identifient. Et ils se mettent avec eux, ou ils les soudoient, ou on les élimine. Mais ils savent et ils valorisent celui qui serait favorable pour un billet. Le gars, ils se mettent en place facilement. Et les gens, je te dis, avoir du travail à leur porte, ils sont contents. Parce qu'on ne sait pas qu'on n'a pas été leur dire, ils n'écoutent pas. J'avais lu, quelques semaines auparavant, un article sur les mines artisanales, dites responsables, plus petites, moins polluantes et génératrices de plus d'emplois. J'ai donc demandé à Yves Bertrand, qui soutient ce genre d'exploitation, de mieux m'en parler. La mine artisanale, pour moi, par essence, c'est une mine qui donne du travail à beaucoup de gens. Donc c'est une mine à haute intensité de main-d'œuvre. Ce qui n'exclut pas le fait qu'elle soit en partie mécanisée. Elle est par essence, elle donne du travail aux gens d'une région donnée. On l'appelle artisanale parce qu'elle n'est pas très poussée dans sa productivité. Il faut, dans une mine classique, je dirais occidentale, le travail de 4 personnes. Dans une mine artisanale, on le fait avec 50 ou 100 personnes ou 200 personnes. Il faut voir que la certification, enfin l'approche Fairmine, c'est un acte de prise de conscience de l'Occident consommateur. C'est le financement par le privé qui va acheter son bijou plus cher parce qu'il sait qu'il est produit dans des conditions sociales et environnementales correctes. La certification, elle fonctionne sur 2 principes. D'abord, sur 3 principes. La vente directe du producteur vers le consommateur final. Cette certification, elle permet aux mineurs d'avoir un prix garanti sur le marché international. Donc ça, ok, c'est le côté économique. Et par-dessus ça, il y a une prime qu'on appelle la prime équitable qui est gérée par les mineurs, mais qui est à destination de la communauté. Donc les groupements de mineurs ont obligation, pour être certifiés, de créer ce qu'on appelle un comité de gestion de la prime qui englobe toutes les composantes des communautés locales. Donc dans ce comité de gestion, il va y avoir les représentants des groupements de jeunes, les représentants des groupements de femmes, les autorités religieuses traditionnelles, le maire, la mairie, le centre de santé, bref, tout le monde va être là. Et collégialement, on a une obligation de décision sur qu'est-ce qu'on fait annuellement avec cette prime. Et on décide annuellement de mettre ce projet, par exemple, dans une école, ou alors d'investir dans une nouvelle machine pour le groupement. Après, ça se décide, ça se discute, quoi. L'objectif, c'est aussi de travailler sur la diversification, c'est-à-dire de générer d'autres possibilités commerciales, d'autres possibilités de revenus à long terme pour que quand la mine, au bout d'un moment, le gisement va péricliter, qu'on trouve une autre façon de gagner des sous, soit par l'agriculture. Bon, en général, on se tourne vers l'agriculture parce que c'est ça qui est durable, et puis ça permet aussi une autonomie alimentaire. Mais on peut penser aussi à des choses comme le tourisme, l'artisanat, la manufacture, bref, d'autres productions à valeur ajoutée qui permettent aux communautés de trouver des sources de revenus pérennes. Voilà. Ce type de projet me semblait être une alternative face aux grosses infrastructures. Une solution n'était-elle pas de restructurer, de fragmenter les mines industrielles en mines artisanales afin de rendre l'activité minière plus responsable et moins destructrice? Est-ce qu'à l'avenir, cela ne pourrait pas être un nouveau modèle d'exploitation à la fois durable et éthique? La mine industrielle, non, on ne peut pas la fractionner parce qu'on travaille sur les facteurs économiques d'échelle. Ça veut dire qu'un méga gros boyeur qui va traiter 500 ou 1000 tonnes par jour
va coûter à peine plus cher qu'un super méga gros broyeur qui va pouvoir traiter le double. Donc du coup, plus la mine est grosse, plus on économise sur les moyens de traitement au final. Et donc on réduit le coût à la tonne traitée. On a ce facteur d'échelle qui est essentiel dans la mine. Donc plus on grossit et moins ça coûte cher de traiter le minerai. D'où les méga projets qui existent un peu partout dans le monde. Donc comme on est dans un monde dirigé par l'économie, ça ne se fait pas en général. L'entreprise minière industrielle est profondément capitaliste dans sa façon de procéder. Et ça va être très compliqué de faire des méga projets qui soient vraiment pleinement environnementaux, quoi. Le gouvernement, le ministre Emmanuel Macron a mis en place ce qu'ils appelaient un comité sur la mine responsable avec l'idée un peu, avec tous les acteurs concernés, entreprises, syndicats, organisations environnementales, d'essayer en effet de faire un peu ce cahier des charges de qu'est-ce qui serait une mine responsable. Nous, on a refusé à y participer parce qu'on considère que c'est un oxymore. En fait, c'est pas possible d'avoir cette mine responsable. Là, on est dans une course à la surconsommation, à l'extraction de toujours plus de ressources. C'est pour ça qu'on a aussi un volet, une autre campagne qui est sur la question de la surconsommation, des déchets, etc., de l'obsolescence programmée aussi, du fait que oui, on extrait toujours plus de métaux parce qu'on change notre téléphone portable tous les ans, parce qu'on nous pousse à acheter toujours plus. Donc, entre guillemets, on ne va pas rentrer dans ce jeu parce que pour nous, à long terme, de toute façon, ça va aboutir à aggraver, encore une fois, la crise climatique, la crise environnementale, les impacts au niveau social, etc. La instalación de la mina Yanacocha en nuestros cerros de Cajamarca tuvo muchas repercusiones negativas en el medio ambiente. Se desaguaron lagunas, se contaminaron ríos, algunos campesinos y su ganado se enfermaron gravemente. Pero descubrí un lado que yo no había considerado antes. Todo esto tiene repercusiones también en el modo de vida tradicional de mi región. He pedido a Selvira Palma López, quien creció en el poblado de Bambamarca, que me cuente sobre estos cambios. Antes era todo natural, había de todo, había papas, había todo, nuestros animales nunca curábamos, pero ahora con estas empresas mineras de la contaminación que está alrededor en nuestras saltas, ahora muchas cosas está habiendo enfermedades para nosotros, para nuestros animales. Ahora si queremos criar con medicina, ya no es como antes. Nuestro producto, nuestros alimentos, más antes era natural, ahora ya no. Más antes yo me acuerdo, cuando era joven, teníamos nuestras papas a veces ya no lo terminábamos de sacar, pero ahorita ya no hay. Eso es lo que estamos sufriendo nosotros como campesinos acá. No ha traído progreso la minería. No. Progreso quizás esto para ellos, quizás, ¿no? Porque llevan nuestra riqueza de acá. Por eso dice, Cajamarca está sentado en un banco de oro, pero no tiene nada. Toda nuestra riqueza lleva, ¿no? Y eso pues ha cambiado en los jóvenes. Hoy realmente ya no quieren comer su harina, su shachta que le dicen, ¿no? Su muro, ¿no? Pero antes nosotros vivíamos con eso, ¿no? No comprendo por qué en los últimos años se desencadenaron muchos conflictos en mi ciudad y en los pueblos vecinos de Selendín y Bambamarca, entre los opositores a la mina y las autoridades. Entonces intenté entender el porqué del conflicto, hablando con las dos partes del conflicto. Desafortunadamente no pude entrevistar a nadie de la mina, algún representante o algún obrero. La situación está tan tensa que nadie quiere hablar por miedo a perder su trabajo. Cajamarca nunca fue antiminero. Cajamarca no es un pueblo violentista. Cajamarca no es un pueblo conflictivo. Cuando llegó la actividad minera, cuando nos anunciaron que se iba a hacer explotación minera en esta zona, la gente tenía mucha expectativa positiva respecto a lo que esta actividad nos podía generar. Pero los conflictos se han ido generando a partir de las experiencias, de las malas prácticas de una empresa, se han ido generando a partir de los incidentes lamentables que han sucedido y que la empresa no los ha sabido solucionar correctamente. Y ahora se profundiza más el conflicto a razón de que lo que sentimos es que cada vez más los conflictos se agudizan porque las empresas
ante las resistencias de la población, tienden a presionar más al gobierno para que se aplique la represión. Fui testigo en el 2011 de la represión policial a los manifestantes en la Plaza de Armas de Cajamarca. No sabía que esta violencia se repetía desde hace varios años alrededor de la mina. Janet Caroajulca, integrante de la única central provincial de rondas femeninas, me contó de uno de estos altercados que ocurrió durante una manifestación en Bambamarca el 5 de julio del 2012. Como que empezaron los policías, ni siquiera eran policías porque parece que eran fuerzas armadas que habían mandado, vinieron a esta parte de acá, como que empezaron y nos empezaron a botar. Entonces los compañeros agarramos, ¿no? Nosotros a defendernos no teníamos ni siquiera de repente, como dicen los compañeros ronderos, no solamente a veces nuestro juguete que andábamos, nada más, ¿no? Empezaron como que a botarnos, a empujarnos y las compañeras decían, también nosotros nos cogíamos con nuestras manos, ¿no? De que no nos voten porque nosotros estábamos reclamando algo justo y algo que también para ellos les servía, porque igual que nosotros reclamamos agua, ellos también lo tomaban el agua. Nos desafiaban, sí, porque nos decían que no salgamos, que a partir de las 8 de la noche o cualquier cosa nos van a coger y cualquier cosa iba a pasar. Pero al menos Bambamarca, todas las compañeras nos uníamos juntos y salíamos todos los días. Todos los días salíamos a luchar, a luchar y a luchar, a reclamar. Hay otras personas que estén en nuestro contra. Fue un policía de que a mí me decía y un fiscal, donde a mí me dice, ¿sabes qué? Tú te vas a ir por cabecilla, no por otras cosas, porque tú eres la que organizas. Qué lamentable, le digo, lucho para mi familia, lucho para toda la gente, para todo el pueblo, y si usted mientras viva acá va a seguir tomando esa agua. Pero sin embargo, unas palabras que lamentable no son educados esas personas porque ellos piensan de que nosotros somos ignorantes, pero no somos ignorantes. Y ahora nos da pena de aquellas empresas que de repente, como Namococha, ellos dicen que van a abundar agua, mentira. Si lo duplicaran el agua, ¿por qué no nos dejan, no nos invitan a ver nuestras lagunas que ha sido antes natural y ahora no lo hay? Pero nosotros, llegando a pensar, si dicen que es progreso, hay más, ¿por qué no nos invitan? Y también esas tierras de Namococha, que lo hagan producir como antes ha producido. Ha habido pastos, ha habido sembrados, ha habido crianza. ¿Por qué no nos dejan? ¿Por qué no nos invitan? ¿Por qué nos prohíben? Por ejemplo, ahora nosotros nos vamos para arriba, ellos nos prohíben, no nos dejan pasar. Tenemos que, de repente, así a la mala, ¿no? Si es posible, ellos nos patean, nos balean, nos botan bombas, nosotros escapándonos, no sé cómo, pasamos a ver nuestra agua. Es el sufrimiento que estamos pasando nosotros por defender el agua. Y yo como madre estoy decidida a perder la vida si es posible, pero de corazón por el agua. En defensa de nuestros niños y de nuestra madre tierra que de repente Dios dejó para todos nosotros. Entonces, en los últimos años hemos tenido conflictos con lamentables saldos, muertos, heridos, discapacitados, procesados. Eso hace que los niveles del conflicto hayan llegado a una situación muy aguda, muy difícil de alguna manera solucionar ese quiebre que hay con la empresa, con la sociedad y la empresa, ¿no? Y obviamente para nosotros creemos que estos conflictos, por desgracia, tienen la tendencia a seguirse agudizando porque tenemos a una empresa que en lugar de mejorar las prácticas, en lugar de demostrar actitudes como que puedan ayudar a reconstituir esa relación con la comunidad, lo que hacen más bien es utilizar cada vez más los mecanismos represivos, violentos, junto con el Estado, y eso hace que la población no solamente lo rechace, sino que también la población tenga una respuesta muy fuerte en contra de ellos, ¿no? Ahora tenemos una situación en Cajamarca de conflicto latente. Es verdad que en estos momentos no tenemos una situación aguda de conflicto, no hay ningún enfrentamiento, pero la situación de conflicto es latente. Estamos en una tensa calma porque con el conflicto Conga, si la gente siente que la empresa da un paso adelante, la gente va a responder, y creemos que la situación de violencia puede llegar como ha sido en el 2012, ¿no?
porque la gente, obviamente la violencia siempre viene de parte más del Estado, porque utiliza las fuerzas del orden, la empresa paga sistemas o empresas de seguridad que también están armados y son los que tienen las armas y disparan contra el pueblo. Pero el pueblo tiene una respuesta contundente en torno a la movilización, en torno al tema de cómo expresa su resistencia de diversas formas y se expone a este peligro de ser reprimido por el Estado, ¿no? Entonces, en ese nivel estamos. Je savais que des entreprises françaises étaient parfois impliquées dans des gros projets d'extraction à l'étranger. Une autre question me venait à l'esprit, et j'en venais à me demander si un autre problème n'était pas que l'on ne se préoccupe en général que de ce qui nous touche directement, de ce qui frappe à notre porte, et tant pis pour le reste. C'est peut-être ça qui me mettait mal à l'aise dans cette histoire. Tant que tu n'es pas concerné, c'est ce que j'expliquais à ma famille. Ils disaient, mais pourquoi tu t'es emmerdé? Je dis, écoute, si demain on suspend le ramassage des ordures, comme on fait à la porte de chaque personne, et qu'on mettait un conteneur au bout de la rue, c'est qu'au milieu, à 500 mètres, ça ne fiche rien. Il ira mettre ses poubelles, on s'en fiche, on n'y pense pas. Mais celui qui a le conteneur devant sa porte de garage, quand il aura les râles, les odeurs, les mouches, lui, il va réagir. C'est le problème. Quand tu n'es pas directement affecté, je crois que malheureusement, on ne sait pas, on ne connaît pas, puis on ne veut pas savoir le problème que ça cause. Je crois que c'est ça. Non, moi je crois que c'est pas. Il n'y a pas un gène de l'être humain là, qui dit qu'il s'occupe de ce qu'il a devant lui. Là. Je pense que si tous les jours au journal de 20h, on mettait une photo d'une mine à ciel ouvert, on finirait par comprendre ce que c'est. Et on conscientiserait l'ensemble de la population française au problème que posent ces installations minières industrielles gigantesques et à quoi on aspire en termes d'avenir. Et bon, parce que là, si on commence à faire des trous partout, là, où est-ce qu'on va, quoi. L'information, c'est peut-être ça le problème. Je me demandais qui produisait les informations autour des mines. D'où venaient-elles? Et pouvait-on les croire? Par exemple, si on parle d'informations concernant les impacts environnementaux, mettons, on va prendre un exemple concret, la pollution des eaux de surface, pollution d'une rivière par exemple, qui se trouverait en aval d'une exploitation minière. Alors il faut disposer de ces informations. Et il faut bien évidemment disposer d'informations qui répondent aux standards je dirais de la science occidentale en général. Et le problème, c'est que, en général, ni les autorités publiques, et bien évidemment encore moins les sociétés, ne se chargent de documenter, de faire des relevés, de faire du suivi de la pollution des eaux. Donc l'information n'existe pas vraiment. Et quand il y a des gens qui se mettent en tête de générer de l'information et de documenter une éventuelle pollution, eh bien, on fait en sorte qu'ils ne sont pas capables de mener à bien leur projet, quoi. Sensibiliser, informer, nous on est allé un petit groupe de gens à la pêche à l'info, en préfecture, chercher des documents aussi sur qui est cette entreprise qui arrive en Creuse, est-ce qu'il y a déjà un passé minier sur le secteur, et rendre cette information accessible au plus grand nombre. Et puis on essaie petit à petit d'entrer en lien avec d'autres personnes en France et même en Europe et même dans le monde entier. Aux Amis de la Terre France, on a commencé en fait, comme sur d'autres thématiques, d'ailleurs pas seulement industrie extractive, ce qu'on essaye c'est d'apporter un soutien aux populations, aux communautés, aux organisations qui sont en lutte contre des grands projets d'entreprises françaises notamment, ou financées par des banques françaises, ou financées par des fonds publics français, que ce soit au niveau français, Banque européenne d'investissement ou Banque mondiale. Et donc voilà, on est un peu en soutien, on essaye de se faire écho de ce qui se passe et de faire pression ici sur les acteurs français, ça peut faire pression aussi au niveau international pour dénoncer et arrêter les projets destructeurs au niveau social et environnemental un peu partout dans le monde. Et donc c'est à chaque fois, à la fois avec des
des actions qui vont depuis la sensibilisation du grand public, l'utilisation de la pression médiatique aussi pour faire pression sur les entreprises, mais aussi et surtout des pressions au niveau des décideurs, parce que ce qu'on veut, c'est pas juste bloquer un projet particulier ou une lutte aider une lutte en particulier, mais c'est essayer de changer plus largement les conditions qui font que ces situations, on les retrouve un peu partout dans le monde. Et donc notamment, notre campagne sur l'industrie extractive, elle s'inscrit dans le cadre de notre campagne plus large sur la lutte contre l'impunité des multinationales. Alors, la diffusion de l'information me semble partir du bas, des citoyens. Mais parvient-elle jusqu'aux institutions? Parce qu'il me semble que ce sont elles qui ont le pouvoir de faire changer les choses, par le haut. Perrine et Jessica ont essayé. On a participé à une campagne européenne pour tenter d'interdire l'utilisation du cyanure dans l'exploitation de l'or, aux côtés de beaucoup d'autres associations et collectifs de toute l'Europe qui luttent contre l'industrie minière, chacun dans leur pays, dans leur région. Et donc on a tenté de faire appliquer une directive qui demande l'interdiction de l'utilisation du cyanure dans l'exploitation de l'or au motif que c'est toxique pour l'environnement et pour l'être humain. Ça a été rejeté. Ça a été rejeté par la Commission européenne. Par la Commission européenne, voilà. Donc la Commission européenne termine sa réponse en disant que on le sait, le cyanure c'est polluant, mais comme il n'existe pas d'autres techniques aujourd'hui économiquement viables, on continue de l'autoriser. Et si on était seul, nous, collectif creusois, à vouloir poser cette question au commissaire européen, je ne pense pas qu'elle aurait même été posée. C'est vraiment le fait d'arriver à se regrouper avec beaucoup d'autres collectifs, associations, de plusieurs autres pays qui nous a permis au moins d'arriver à lui poser cette question. L'ONG ARM est née parce qu'il y avait des mineurs qui souhaitaient faire un projet comme ça. Elle est née comme ça. Elle est née avec des intervenants de la société civile, avec des experts, pas moi perso, mais des gens un peu avec le même profil, qui travaillaient sur ce secteur-là depuis des années. Et donc c'est une initiative qui est sortie comme ça, de la base, et aujourd'hui encore, qui dialogue beaucoup avec le secteur minier artisanal dans son ensemble. Et immédiatement, un des objectifs de l'ONG a été de porter la voix des mineurs, non seulement au niveau national dans les pays où c'est né, donc au Pérou, Bolivie, Colombie, mais aussi au niveau international. Donc immédiatement, parmi les gens qui faisaient partie de ce projet initial, il y a des gens qui ont commencé à porter la voix des mineurs, à défendre la cause de la mine artisanale sur les grandes places de discussion internationales, dont l'OCDE, dont l'ONU. Tengo la sensación de que estos conflictos ofenden muchos derechos humanos. ¿Qué ocurre con el rol del gobierno y de las instituciones internacionales que deberían proteger estos derechos? Básicamente estamos utilizando los mecanismos institucionales para que se respeten los derechos aquí en Cajamarca. Nuestra propuesta es que no se puede impulsar minería a costa y sacrificando los derechos básicos de las poblaciones, sobre todo de las poblaciones más pobres. Y en esa medida nuestra propuesta siempre es la única que puede haber, que se respete las normas fundamentales que existen escritas en este país, lo cual no se está haciendo. Entonces hemos acudido a los diversos mecanismos legales, tanto nacionales como internacionales, hemos puesto varias acciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión ha respondido, nos ha dado la razón, pero resulta que en este país nadie se atreve a ejecutar esas decisiones que vienen de fuera, ¿no? Y claro, los ciudadanos siguen en desprotección. Nosotros permanentemente estamos, por un lado, usando estos mecanismos para hacer que prevalezcan los derechos. No puede ser que, a pesar de que está escrito eso en leyes, en la Constitución, no se quiera respetar, y ahí hay que pelear. Nuestra defensa básicamente está enmarcada en el tema de no permitir que
el Estado de Derecho en este país se viole. Se han presentado muchos documentos, se ha presentado a Lana, se ha presentado hasta el Congreso, incluso mi persona ha ido hasta el Congreso. Le hemos dicho al presidente que al menos siquiera siente ese corazón, tenga compasión con Pambamarca, con nuestra región Cajamarca, y que cumpla su promesa de que él vino a nuestra plaza de armas y nos prometió muchas cosas. De este modo hay muchas desventajas cuando se habla de que han llegado empresas o están llegando empresas o van a llegar más empresas. No nos alegremos mucho porque lo que van a extraer de nuestros recursos naturales no es para los peruanos, es para los extranjeros. Todo se va al extranjero. En cualquier actividad extractiva siempre ha sido desventajoso para el pueblo peruano. No hay una política que favorezca al pueblo, una política verdaderamente democrática, quiero decir, en donde el pueblo tenga ejercicio de gobierno también, ¿no? Je me suis demandé, est-ce que les citoyens ou les sociétés civiles pouvaient dialoguer directement avec les entreprises? On n'a pas du tout d'action, on va dire, de médiation, vraiment proprement dit, entre les entreprises et les communautés, surtout sur le secteur extractif, que ce soit pétrolier ou minier, parce qu'on pense qu'il n'y a pas vraiment de négociation possible avec ces entreprises et qu'elles essayent de se servir de certaines ONG, de certains acteurs pour justement dire qu'elles font du dialogue ou dire qu'elles consultent la société civile, etc. Et donc, bien sûr, on ne veut pas rentrer dans leur jeu et servir d'alibi à ces entreprises. Le paradigme de la négociation est complètement absurde, puisque on est face à des acteurs qui sont incapables d'établir une relation de force qui tourne à leur avantage. Parce que dans une négociation, ce qui compte, c'est l'équilibre de la capacité de négociation. Les syndicats, là, leur argument, c'est la grève, quoi. S'ils n'avaient pas cet argument-là, ils se feraient plomber de façon permanente. Voilà, donc pour pouvoir négocier, il faut avoir des leviers. Il faut pouvoir établir un rapport de force. Et si tu n'es pas capable d'établir un rapport de force, tu ne peux pas négocier, tu ne peux pas faire de compromis. Quand vous êtes face à une entreprise, si vous faites une visite environnementale et que vous décidez de mettre en demeure l'entreprise pour une raison environnementale, il faut bien se préparer parce que l'entreprise va immédiatement attaquer sur le plan juridique. Donc votre protocole doit être parfaitement mis au point. Vous devez avoir derrière vous un cabinet juridique qui est prêt à vous défendre tout de suite. Et ça, en général, c'est des outils qui n'existent pas. Je commençais à cerner le problème. De toute façon, les entreprises, tant qu'elles vendent leurs produits, peu leur importe. Mais quelque part, c'est moi qui vais acheter ce qu'elles produisent. Donc quelque part, c'est moi, consommateur, qui suis responsable de tout ça. Peut-être faudrait-il partir de là pour sensibiliser vraiment. La sensibilisation, ça se fait en rapprochant aussi, par exemple, via le fait que les gens sont consommateurs, ou c'est justement de dire cette mine de lithium au Chili, c'est pour les batteries de votre téléphone portable. Et les gens se sentent concernés par ce biais. Tout le monde est concerné par le problème et aussi tout le monde peut agir à son niveau, c'est-à-dire se dire moi comme citoyen je peux, je sais pas moi, signer une pétition, changer de banque, ne pas changer mon téléphone portable quand mon opérateur me le propose s'il marche encore. Ça c'est des petites questions au niveau citoyen. Par contre ce qui est sûr c'est que nous on dit c'est pas juste les petits gestes on va dire ou les choses que peuvent faire les citoyens qui vont tout changer. La pression elle existe quand il y a une vraie mobilisation, une prise de conscience plus globale dans la société. Ce qui a du sens, c'est essayer de comprendre le système qui nous amène à faire ce que c'est que ces énormes cratères avec les paysages que ça implique, les destructions que ça implique, les drames et les catastrophes que ça implique, et essayer de penser comment on peut envisager un système qui ne va pas nous conduire à ça. Évidemment, c'est compliqué, mais et cette initiative qui consiste à dire il faut boycotter, je sais pas moi, on va boycotter Barrick Gold. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est
on veut pas que cette entreprise, c'est comme ça que pensent les gens ici, non? On veut pas que cette entreprise s'installe chez nous. Alors comment on fait? Alors pour savoir, il faut comprendre quelles sont les raisons qui motivent l'entreprise à être ici. En comprenant les raisons qui motivent l'entreprise à être ici, on va être plus à même de en fait, lui opposer des obstacles, des barrières, une résistance qui va être efficace. Voilà. Et éventuellement, le but, ce ne sera pas de changer le monde. Le but, ce sera de dire ici non. Et même, pour revenir à ce qu'on disait au début, si c'est couronné de succès, eh ben, ça va avoir une portée internationale. Voilà. Et si ça se multiplie, eh bien peut-être qu'effectivement, va y avoir une possibilité d'articulation vers quelque chose de différent et de nouveau. J'ai éteint mon ordinateur et je ne suis pas resté immobile, ni perplexe. Estos testimonios me permitieron entender más las razones del conflicto. Ces témoignages m'avaient fourni des réponses et je décidai d'en rester là. Dans l'immédiat, c'était déjà pas mal, j'étais allé au bout de mes premières interrogations. Debajo de mis pies, la tierra y sus riquezas tan deseadas. ¿Y para qué? Un dernier doute peut-être. Una última duda. Je me demande si mes questions feront écho quelque part. ¿Habrá alguien que se pregunte lo mismo que yo? Et suis-je seul à me poser ces questions ?